Les becs de gaz des coulisses du théâtre de Drury Lane vacillaient dans l'obscurité de novembre, projetant des ombres agitées sur le plancher de bois usé où Béatrice Thornhill se tenait immobile, encore à moitié vêtue de son costume de la représentation du soir. Le velours cramoisi de la robe de Lady Macbeth pesait lourdement sur ses épaules, le corsage délacé là où son habilleuse avait commencé la transformation vers la vie ordinaire, avant de disparaître dans le dédale de couloir, avec un avertissement murmuré que M. Henshaw voulait la voir immédiatement. Le visage du directeur du théâtre, lorsqu'il émergea enfin de son bureau en serrant un document officiel scellé de cire rouge, dit tout à Béatrice avant même qu'il ne prononce un seul mot. L'odeur du fard et de la poudre se mêlait au relent de moisi des vieux rideaux de velours et à la légère trace de fumée de la rampe, des senteurs qui avaient été son foyer pendant 10 ans, des senteurs qui semblaient maintenant se cristalliser en quelque chose de final et de terrible. M. Henshaw n'osa pas croiser son regard tandis qu'il lisait le décret du bureau du Lord Chamberlain, sa voix plate et administrative, expliquant que Mademoiselle Béatrice Thornhill était désormais interdite de se produire sur toute scène majeure de Londres, la décision ayant été prise en réponse aux plaintes de plusieurs mécènes influents concernant son interprétation controversée et inconvenante de Lady Macbeth, une interprétation jugée dangereuse pour la morale publique et irrespectueuse de l'ordre naturel de l'autorité. Les mots déferlèrent sur elle par vagues, chacun érodant une autre parcelle de la fondation qu'elle avait passé une décennie à construire, pierre par pierre, s'élevant du rang de fille de vicaire d'un village du Hampshire à celui d'actrice respectée sur la scène la plus prestigieuse de Londres. Ses mains se portèrent automatiquement à sa gorge, ses doigts traçant les fausses pierres précieuses de son collier de costume, un geste qu'elle avait accompli en tant que Lady Macbeth pas même 2 heures plus tôt, en s'insurgeant contre les contraintes du destin. M. Henshaw continuait de parler, quelque chose sur le fait qu'il trouvait personnellement sa performance remarquable, mais qu'il avait les mains liées, que le théâtre ne pouvait pas se permettre d'offenser le Lord Chamberlain ou de perdre sa licence, qu'elle comprenait sûrement sa position impossible, que peut-être, avec le temps, l'affaire pourrait être reconsidérée bien qu'il ne pût faire aucune promesse. Béatrice s'entendit le remercier d'une voix qui semblait lointaine et creuse, sa formation lui permettant de garder son sang-froid même si tout en elle se brisait comme la tasse de thé en porcelaine que Lady Macbeth avait fracassée pendant la scène de somnambulisme. Les coulisses devinrent soudainement suffocantes, les ombres se pressant plus près, les cordes, les poulies et les décors peints familiers qui avaient été son monde semblant maintenant être les barreaux d'une cage. Elle pensa aux petites chambres qu'elle louait à Clerkenwell, aux modestes économies qui dureraient peut-être 3 mois si elle était prudente, aux lettres qu'elle venait d'écrire à sa sœur, décrivant son triomphe dans le rôle. Qui était Béatrice Thornhill sans la scène, sans la transformation chaque soir en quelqu'un de plus grand et de plus puissant qu'une femme seule à Londres sans fortune familiale ni protection d'un mari? La question s'ouvrit sous ses pieds comme une trappe, et elle resta là dans son costume à moitié retiré, respirant l'odeur d'une vie qui devenait déjà un souvenir, tandis que M. Henshaw pliait soigneusement le décret et se retirait dans son bureau, refermant la porte avec un déclic feutré qui sonna comme le scellement d'un tombeau. « Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. » C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. La lumière du matin, terne et grise comme de lard de vaisselle, filtrait par l'étroite fenêtre du logement de Béatrice à Clerkenwell, illuminant le journal étalé sur sa petite table, comme la preuve d'un crime qu'elle ne savait pas avoir commis. Madame Martha Caldwell, sa logeuse, avait monté les journaux avec le petit déjeuner, son visage rond plissé d'inquiétude, ses mains habiles disposant la théière et les toasts avec une douceur supplémentaire, comme si Béatrice était une invalide nécessitant des soins spéciaux.
Le Times était ouvert à la rubrique théâtrale, où un critique dont Béatrice reconnaissait le nom pour des critiques plus favorables décrivait maintenant sa Lady Macbeth comme une perversion dangereuse de l'intention de Shakespeare, une femme oubliant sa place et utilisant la scène comme une plateforme pour des idées séditieuses inadaptées à son sexe. Le Morning Post était pire, qualifiant sa performance d'affront à la société respectable et louant l'action rapide du Lord Chamberlain pour protéger les scènes de Londres d'une telle influence corruptrice. Béatrice lut les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, son thé refroidissant dans sa tasse, essayant de comprendre comment la performance qui lui avait semblé être sa plus grande réussite était devenue l'instrument de sa destruction. Elle se souvenait de cette nuit avec une clarté douloureuse, se souvenait du moment dans la scène de somnambulisme où elle s'était écartée de l'interprétation traditionnelle, où, au lieu de jouer Lady Macbeth comme une femme consumée par la culpabilité pour des crimes qu'elle avait orchestrés, elle l'avait montrée comme quelqu'un détruit par l'ambition de son mari. Quelqu'un qui avait étouffé sa propre conscience pour soutenir le pouvoir masculin seulement pour être brisé par lui. Les répliques improvisées étaient venues d'un profond puits de vérité en elle, des mots sur les femmes qui se plient au désir de grandeur des hommes et sont rejetés lorsque cette grandeur se transforme en horreur. Le public avait été absolument silencieux, et elle avait senti à ce moment-là qu'elle avait touché quelque chose de réel et d'urgent, qu'elle avait utilisé le cadre de Shakespeare pour parler du monde tel qu'il était réellement plutôt que tel que les hommes prétendaient qu'il fût. Maintenant, cette vérité était devenue sa condamnation, tordue dans ses articles de journaux en preuve d'une ambition peu féminine et d'une pensée dangereuse. Madame Caldwell versa du thé frais sans qu'on le lui demande, installant sa forme substantielle sur la chaise d'en face avec un soupir qui parlait d'une longue expérience des injustices du monde. Veuve, elle tenait cette pension depuis 15 ans, et elle avait vu passer dans ses chambres des jeunes femmes de toutes sortes, des actrices, des couturières et des gouvernantes, des femmes faisant leur chemin seules dans une ville qui les préférait silencieuses et ornementales. Elle raconta à Béatrice que la femme du marchand de légumes avait colporté des ragots sur le scandale ce matin même, déclarant que les actrices étaient de toute façon des créatures immorales et que celle-ci avait enfin montré son vrai visage. Béatrice ressentait chaque répétition de ces commérages comme une petite coupure, le poids accumulé du jugement de gens qui n'avaient jamais vu son travail, qui ne savaient rien des années de discipline, d'études et de sacrifices qui l'avaient amené à Drury Lane. Madame Caldwell lui tapota la main et dit que certaines personnes reconnaissaient la qualité quand elles la voyaient, que son propre frère avait assisté à la représentation et en était rentré en ne parlant de rien d'autre pendant des jours, mais sa gentillesse ne faisait qu'aiguiser la perte. Béatrice calcula ses finances avec la partie de son esprit qui restait pratique même en cas de désastre. 3 mois de loyer et de nourriture si elle était très prudente, peut-être 4 si elle vendait ses quelques bijoux, et puis rien à moins qu'elle ne puisse trouver du travail, bien qu'elle ne pût imaginer quel travail était disponible pour une femme bannie de sa profession et maintenant marquée par le scandale. Le bureau de Pembroke House était un sanctuaire de bois sombre et de cuir, la lumière du matin filtrant par de hautes fenêtres qui donnaient sur les jardins à la française où le givre s'accrochait encore aux haies sculptées, et c'est là que le duc Alexander Pembroke était assis avec les mêmes journaux qui détruisaient la vie de Beatrice Thornhill étalés sur son bureau en acajou, ses longs doigts traçant les mots qui condamnaient sa performance avec une colère qui le surprit par son intensité. Il avait été dans le public ce soir de novembre, assis dans une loge privée, d'où il pouvait observer sans être vu, s'adonnant à la passion secrète pour le théâtre qu'il avait appris des années auparavant, à cacher à ses collègues politiques qui verraient de tels intérêts comme futiles et inappropriés pour un homme aux desseins sérieux. Sa défunte mère, avant que son mariage ne la confine au rôle étroit de duchesse, avait été une actrice amateur d'un talent considérable, se produisant dans des pièces privées qui avaient scandalisé sa propre famille,
et elle avait emmené le jeune Alexander au théâtre chaque fois que son père était en voyage d'affaires, lui chuchotant des explications de technique et d'interprétation qui lui avaient ouvert les yeux sur l'art derrière le spectacle. Elle était morte quand il avait 19 ans, et sur son lit de mort, elle avait avoué que son plus grand regret était d'avoir abandonné sa passion pour le spectacle pour devenir ce que la société exigeait, un ornement décoratif et silencieux du pouvoir masculin. Alexander n'avait jamais oublié le vide dans sa voix lorsqu'elle parlait de rêves différés jusqu'à ce qu'ils se flétrissent en fantômes de ce qui aurait pu être. Lorsque Beatrice Thornhill était montée sur scène en tant que Lady Macbeth ce soir de novembre, il avait senti quelque chose bouger dans sa poitrine, la reconnaissance d'une vérité dite à travers les mots séculaires de Shakespeare, et ses ajouts improvisés sur les femmes pliées à l'ambition masculine l'avaient frappé avec la force d'une accusation personnelle, le faisant penser au talent gaspillé de sa mère et à sa propre complicité confortable dans un système qui écrasait quiconque osait sortir de ses lignes rigides. La performance avait été extraordinaire, intrépide et intellectuellement rigoureuse, montrant Lady Macbeth non pas comme le monstre de l'interprétation traditionnelle, mais comme une tragédie de la conscience refoulée, et le silence choqué du public lui avait semblé être le silence de gens confrontés à quelque chose de trop vrai pour être facilement écarté. Maintenant, ces articles de journaux tordaient son art en preuve d'une pensée dangereuse, et le Lord Chamberlain avait agi avec une vitesse choquante pour la faire taire, et Alexander sentit l'injustice de la situation lui brûler la gorge comme des larmes non versées. Son secrétaire, M. Whitmore, entra avec son habituel coup précis, portant la correspondance du jour et un rappel que le Parlement débattrait bientôt des amendements proposés aux lois sur la censure théâtrale, une législation qu'Alexander s'avait conçue pour empêcher exactement le genre de vérité que Beatrice Thornhill avait tenté de dire. Il congédia Whitmore d'un signe de tête, se retournant vers les journaux et le croquis qui accompagnait un article, une représentation peu flatteuse d'une actrice aux yeux fous et aux cheveux ébouriffés. Rien à voir avec la femme digne qu'il avait brièvement aperçue en coulisses lorsqu'il avait envoyé ses compliments par l'intermédiaire du directeur du théâtre après sa première représentation des semaines plus tôt. Alexander avait passé toute sa vie d'adulte à être prudent, à jouer le rôle d'un père responsable, à construire son influence politique par des alliances prudentes et des discours mesurés. Mais assis dans son bureau, entouré des instruments de la destruction d'une femme pour le crime d'être talentueuse et honnête, il sentit quelque chose en lui se rebeller contre l'architecture soignée de son existence sans risque. Le théâtre Royal de Covent Garden sentait le poli à bois et le vieux velours lorsque Béatrice arriva à 10h30 un mercredi matin, ses gants usés au bout des doigts et son chapeau soigneusement arrangé pour cacher les ombres de l'insomnie sous ses yeux, son cœur portant l'espoir fragile et de plus en plus désespéré que quelqu'un dans cette ville serait prêt à entendre sa supplique. Elle avait déjà été refoulée du Haymarket Theatre à l'aube, où le directeur avait refusé de lui accorder ne serait-ce qu'une audience, en voyant son assistant l'informer à travers une porte à peine entr'ouverte qu'il ne pouvait risquer d'être associé à son nom, puis du Adelphi Theatre 1 heure plus tard, où le directeur avait au moins eu la courtoisie de la recevoir lui-même avant d'expliquer avec un regret sincère que ses investisseurs avaient clairement exprimé leur position. Maintenant, elle montait les escaliers étroits menant aux bureaux administratifs du Théâtre Royal, où elle avait joué Ophélie avec grand succès seulement 8 mois plus tôt, et trouva le directeur, M. Edmund Ross, assis derrière son bureau en train de trier des scénarios avec l'air las d'un homme perpétuellement assailli par les problèmes. Il leva les yeux à son entrée, et quelque chose vacilla sur son visage. Pas tout à fait de la sympathie, mais pas non plus le rejet froid qu'elle avait rencontré ailleurs. Et il lui fit signe de s'asseoir, bien qu'il n'offrit ni thé, ni aucune autre courtoisie qui pourrait suggérer qu'il s'agissait d'une visite de politesse. Béatrice plaida sa cause avec autant de dignité qu'elle put rassembler,
expliquant que son interprétation de Lady Macbeth était fondée sur une étude approfondie du texte, qu'elle n'avait pas eu l'intention d'offenser, mais d'éclairer ce qu'elle croyait que Shakespeare lui-même avait écrit, que ses 10 années de travail professionnel devraient compter pour quelque chose face à une seule performance controversée. M. Ross écouta, les doigts joints sous son menton, et quand elle eut terminé, il soupira et lui dit qu'il avait personnellement trouvé sa performance remarquable, qu'il croyait que la controverse était fabriquée par des gens avec des agendas qui n'avaient rien à voir avec le mérite théâtral, mais que le décret du Lord Chamberlain était absolu et qu'aucun directeur de théâtre à Londres ne pouvait l'engager sans risquer sa propre licence. À travers les murs minces, elle pouvait entendre des voix de la salle de répétition, des acteurs répétant leurs répliques pour une production à venir du Marchand de Venise, et elle reconnut plusieurs des voix comme celles de collègues avec qui elle avait travaillé, avec qui elle avait partagé des loges et les nerfs des premières. Et maintenant, leur carrière continuait, tandis que la sienne gisait en ruine. M. Ross la raccompagna lui-même jusqu'à la porte, et alors qu'il traversait le couloir des coulisses, elle entendit les chuchotements commencer. Vite les têtes se tournaient puis se détournaient rapidement, attrapa des fragments de conversation qui portaient à la fois de la sympathie et quelque chose de plus laid, la satisfaction à peine dissimulée de ceux qui avaient envié son succès, et assistaient maintenant à sa chute. À l'entrée des artistes, elle rencontra Mademoiselle Caroline Fletcher, une jeune actrice qui avait été la doublure de plusieurs des rôles de Béatrice. Et Caroline offrit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, et dit combien tout cela était terrible, avant de passer rapidement avec un empressement qui suggérait qu'elle avait une audition à passer, peut-être pour l'un de ces rôles que Béatrice ne jouerait plus jamais. La confrontation finale eut lieu à l'entrée principale du Théâtre Royal, où elle faillit entrer en collision avec Lord Henry Carstairs lui-même, l'homme dont la lettre indignée au Times avait déclenché la cascade de sa destruction, un homme Rubicon d'une 50aine d'années, avec l'air satisfait de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son droit de juger ses prétendus inférieurs. Il la reconnut immédiatement, et plutôt que de s'écarter pour la laisser passer, il lui bloqua délibérément le chemin, ses yeux pâles, froids, de mépris, alors qu'il lui disait qu'une femme qui utilisait la scène pour remettre en question l'autorité naturelle des hommes n'avait sa place sur aucune scène anglaise, que sa performance avait été une insulte à Shakespeare et à la société respectable, et que peut-être maintenant elle apprendrait l'humilité qui convenait à son sexe. Béatrice resta très immobile, sentant le poids de chaque rejet et humiliation des jours passés peser sur ses épaules. Mais elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Alors elle soutint son regard directement et lui dit que l'histoire jugerait lequel d'entre eux avait vraiment compris l'intention de Shakespeare, puis passa devant lui dans la rue froide de décembre, la colonne vertébrale droite et sa dignité intacte, bien que son espoir se fût réduit à une étincelle si faible qu'elle pouvait à peine en sentir la chaleur. La librairie de Henrietta Street sentait le vieux cuir et l'encre d'imprimerie lorsque Béatrice arriva un matin gris de décembre, 5 jours après son humiliation finale au Théâtre Royal, le propriétaire, M. Joshua Green, lui ayant offert un emploi à temps partiel après qu'elle se fût renseignée timidement sur l'achat d'un exemplaire d'occasion de Hamlet, et mentionné en passant qu'elle avait besoin de travail. La boutique était spécialisée dans les textes théâtraux et la littérature dramatique, ces allées étroites encombrées d'étagères, qui atteignaient presque le plafond, et M. Green, un homme doux d'une 60aine d'années avec des lunettes qui glissaient perpétuellement sur son nez, avait su immédiatement qui elle était et l'avait surprise en exprimant son admiration pour sa performance controversée et son dégoût pour les imbéciles à l'esprit étroit qui l'avaient condamné. Il ne pouvait pas payer beaucoup, avait-il expliqué en s'excusant. Mais il pouvait lui offrir 3 matinées par semaine pour aider les clients et organiser l'inventaire, et le travail la maintiendrait au moins en contact avec le monde théâtral, même si elle ne pouvait plus y habiter en tant qu'artiste. Béatrice avait accepté avec une gratitude qui lui serra la gorge.
et maintenant, elle se tenait derrière le comptoir, triant une nouvelle livraison de textes dramatiques français, tandis que la pâle lumière d'hiver filtrait par la vitrine, essayant de ne pas penser au fait qu'elle aurait dû être en répétition pour La Nuit des Rois, à cette heure même. La cloche au-dessus de la porte sonna à 11h30, et elle leva les yeux pour voir entrer un grand gentleman, son grand manteau saupoudré de la neige légère qui avait commencé à tomber, son allure suggérant à la fois l'autorité et une certaine réserve qui parlait d'un contrôle de soi prudent. Il retira son chapeau et jeta un coup d'œil autour de la boutique avec l'appréciation de quelqu'un qui appréciait vraiment ce qu'il voyait ici, pas la curiosité oisive d'un dilettante, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, elle sentit un étrange frémissement de reconnaissance, bien qu'elle fût certaine qu'il n'avait jamais été présenté. Il s'approcha du comptoir et demanda d'une voix basse et cultivée si la boutique avait l'édition in folio de Roméo et Juliette, et Béatrice, se glissant dans le rôle de la vendeuse bien informée, expliqua qu'ils avaient une très belle édition ancienne, pas l'in-folio lui-même, mais une impression remarquable de 1623, et s'il aimerait l'examiner. Alors qu'elle récupérait le volume de sa place d'honneur dans l'armoire fermée à clé, ils commencèrent à discuter des thèmes de la pièce, et elle se surprit à oublier sa prudence et à parler avec la profondeur analytique qu'elle avait développée au fil des ans en étudiant l'intention de Shakespeare, arguant que Roméo et Juliette n'était pas principalement une histoire d'amour, mais une mise en accusation des querelles inutiles qui sacrifient les jeunes pour préserver l'orgueil des vieux. Le gentleman écouta avec une intensité qui lui rappela comment Alexander Pembroke l'avait observé jouer des semaines auparavant depuis sa loge privée, et lorsqu'elle fit une remarque particulière sur l'agentivité de Juliette dans le choix de la mort, plutôt que de la soumission aux exigences de sa famille, quelque chose changea dans son expression, et elle vit le moment où il la reconnut. Il y eut un silence bref et chargé, puis il dit doucement qu'il avait vu sa Lady Macbeth et l'avait trouvée l'interprétation la plus intelligente dont il avait été témoin en 20 ans de fréquentation des théâtres. Béatrice sentit la couleur lui monter aux joues, incertaine si c'était de la gentillesse ou de la moquerie, mais ses yeux ne contenaient aucune cruauté, seulement un respect sincère qui fit naître une douleur dans sa poitrine avec la perte de ce qui lui avait été enlevé. Il acheta le Roméo et Juliette, leurs mains se frôlant brièvement alors qu'elle l'enveloppait dans du papier brun, et alors qu'il se préparait à partir, il s'arrêta à la porte et lui dit que les scènes de Londres étaient plus pauvres de son absence, puis disparut dans la neige, et elle resta à le regarder, s'interrogeant sur ses yeux bienveillants, son intelligence évidente et la façon dont il l'avait fait se sentir, pour un instant, de nouveau comme une artiste plutôt qu'un exemple à ne pas suivre. Alexander Pembroke était assis dans son bureau privé à Pembroke House le soir de ce même jour de décembre, le volume de Roméo et Juliette posé sur son bureau à côté d'un verre de brandy intact, son esprit occupé non pas par les affaires parlementaires qui l'attendaient, mais par la femme de la librairie, dont l'esprit brillant transparaissait malgré les circonstances qui l'avaient réduite à un emploi si modeste. Il l'avait reconnue au moment où leur conversation s'était tournée vers les significations plus profondes de Shakespeare, avait vu dans sa précision analytique et sa défense passionnée de l'agentivité de Juliette la même intelligence qui avait rendu sa Lady Macbeth si extraordinaire, et maintenant il se trouvait incapable de rejeter l'injustice de sa situation comme une simple autre victime des jugements arbitraires de la société. Le lendemain matin, il convoqua son secrétaire privé, M. James Harrison, et lui ordonna, avec une discrétion soignée, de s'enquérir des circonstances exactes de l'interdiction de Mlle Thornhill de parler au directeur de théâtre et aux acteurs qui pourraient fournir un aperçu de ce qui avait vraiment motivé la campagne contre elle. Et Harrison, qui avait servi la famille Pembroke pendant 20 ans et savait quand ne pas remettre en question les demandes de son employeur, revint 3 jours plus tard avec des informations qui confirmèrent les soupçons d'Alexander.
Lord Carstairs avait en effet mené le tollé public, rapporta Harrison, mais les origines de son indignation ne résidaient pas dans une véritable offense morale, mais dans les exigences de sa maîtresse. Une actrice médiocre nommée Madame Violet Chambers, qui convoitait depuis longtemps les rôles principaux que le talent de Béatrice avait tenus hors de sa portée. Madame Chambers avait convaincu Carstairs que l'interprétation de Lady Macbeth par Béatrice était scandaleuse, lui avait murmuré à l'oreille le dangereux précédent de permettre aux femmes d'utiliser la scène à des fins subversives, et Carstairs, qui se considérait comme un mécène des arts et appréciait le pouvoir que lui conférait son influence sur les cercles théâtraux, l'avait obligé en écrivant sa lettre incendiaire au Times et en faisant pression sur le bureau du Lord Chamberlain pour qu'il agisse. Les dimensions politiques devinrent plus claires à mesure qu'Alexander enquêtait plus avant, parlant discrètement avec des directeurs de théâtre qui admettaient, sous promesse de confidentialité, que la censure avait été bien accueillie par certaines factions conservatrices qui voyaient la scène comme un vecteur potentiel d'idées dangereuses sur la réforme sociale et l'indépendance des femmes. Par un après-midi froid, Alexander rencontra son ami le plus proche, le vicomte Robert Fairfax, dans leur club. Et pendant le déjeuner dans un salon privé, il partagea ce qu'il avait appris. Regardant l'expression de Robert passer de la curiosité à l'inquiétude à mesure que les implications devenaient claires. Robert, qui connaissait Alexander depuis leur jour d'école et comprenait à la fois le sens aigu de la justice de son ami et ses impulsions parfois téméraires, conseilla la prudence avec le sérieux de quelqu'un qui craignait ce qu'il voyait venir. Vous impliquer avec une actrice scandaleuse détruira votre influence politique, argumenta Robert. Vous avez travaillé trop dur pour bâtir votre réputation de réformateur sérieux pour la jeter par-dessus bord pour une femme que vous connaissez à peine, et de plus le monde du théâtre est plein d'intrigues, et vous ne pouvez pas réparer tous les torts. Alexander écouta avec la patience d'un homme qui avait déjà pris sa décision mais appréciait suffisamment le point de vue de son ami pour l'écouter, puis répondit doucement que certaines injustices exigeaient une réponse quel qu'en soit le coût personnel, qu'un système qui pouvait détruire la carrière d'une femme pour satisfaire la jalousie d'une maîtresse et la peur des idées des hommes puissants était un système qui devait être contesté. Robert soupira et dit qu'il s'y attendait. Demanda ce qu'Alexander avait l'intention de faire et ne reçut que la réponse qu'il déterminait encore la ligne de conduite appropriée, mais qu'il ne pouvait tout simplement pas rester les bras croisés. En rentrant chez lui à travers les rues de décembre, alors que les allumeurs de réverbères commençaient leur ronde, Alexander pensa à sa mère, qui avait aimé le théâtre avec une passion que son père avait rejetée comme inconvenante, qui s'était produite dans des pièces privées, jusqu'à ce que son mariage l'oblige à abandonner de telles activités, qui avait emmené le jeune Alexander à toutes les représentations qu'elle pouvait et lui avait appris à voir la scène, non pas comme un divertissement futile, mais comme un miroir tendu à la nature humaine, et il sentit sa détermination se cristalliser en quelque chose d'inébranlable. Une résolution que quel que soit le coût pour sa position politique, il trouverait un moyen de remédier à cette injustice et peut-être, ce faisant, d'honorer à la fois la brillante actrice de la librairie et la mémoire de la femme qui lui avait d'abord appris à apprécier l'art théâtral. Alexander retourna à la librairie de Henrietta Street 4 jours après sa conversation avec Robert, l'après-midi d'hiver sombre et mordante, alors qu'il poussait la porte et entendait la cloche familière annoncer son entrée. Et Béatrice leva les yeux du registre où elle enregistrait les ventes récentes, son expression passant d'un accueil professionnel à une surprise méfiante lorsqu'elle le reconnut. Il s'approcha du comptoir avec la courtoisie soignée d'un homme conscient que sa présence pourrait ne pas être entièrement la bienvenue et demanda si la boutique avait une édition particulière de La Tempête, bien qu'en vérité, il fût venu sans autre but que de la revoir et de trouver un moyen de poursuivre la conversation qui occupait ses pensées depuis leur première rencontre. Elle récupéra le volume qu'il demandait, ses mouvements précis et contrôlés, et alors qu'elle le posait devant lui,
Il demanda si elle pourrait partager son interprétation du discours final de Prospero, le moment où le magicien renonce à son pouvoir et demande au public sa libération. Béatrice hésita, ses yeux scrutant son visage comme pour déterminer s'il s'agissait d'un intérêt sincère ou du jeu cruel d'un noble s'amusant avec une femme déchue. Mais quelque chose dans son regard constant sembla la rassurer, et elle commença à parler du discours comme d'une méditation sur la relation de l'artiste avec son public, la façon dont chaque performance était à la fois une affirmation de pouvoir et une supplique pour la compréhension. Alexander écouta avec l'attention concentrée qu'il réservait habituellement aux débats parlementaires, offrant occasionnellement des observations qui révélaient une profondeur de connaissance théâtrale surprenante chez un homme de sa position évidente, et leur conversation s'élargit pour englober des questions plus vastes sur le but de l'art, et s'il existait simplement pour confirmer les croyances existantes de la société ou pour les défier vers la croissance. Elle était plus animée maintenant, sa garde baissant à mesure que la passion intellectuelle l'emportait sur la prudence, et il se surprit à admettre qu'il avait été présent à sa tristement célèbre Lady Macbeth, qu'il avait été témoin de son interprétation, et l'avait trouvée non pas scandaleuse mais éclairante, peut-être le portrait le plus honnête de ce personnage qu'il ait jamais vu. Béatrice devint très immobile, la couleur montant à ses joues, et demanda d'une voix soigneusement dépouillée d'émotion pourquoi il dirait une telle chose, alors que le consensus de la société londonienne avait jugé sa performance une abomination. Alexander se pencha légèrement en avant et dit avec une intensité tranquille que le consensus de la société londonienne avait souvent tort, que les hommes qui craignaient que leur propre autorité soit remise en question étaient prompts à faire taire les femmes qui osaient dire des vérités dérangeantes, et que sa performance avait révélé quelque chose d'essentiel sur l'ambition et la complicité, que la plupart des interprétations passaient sous silence au profit d'une certitude morale confortable. Il vit des larmes briller brièvement dans ses yeux avant qu'elles ne les chassent d'un clignement, vit la façon dont ces mots avaient touché quelque chose de blessé et de vif, et il réalisa que peut-être personne depuis son interdiction ne lui avait offert cette simple validation de sa vision artistique. Ils restèrent en silence un moment, la boutique autour d'eux s'estompant dans l'insignifiance, puis il se présenta correctement comme Alexander, offrant seulement son prénom sans titre, et demanda si elle serait disposée à poursuivre leur discussion autour d'un thé dans un établissement respectable où ils pourraient parler plus librement. Béatrice l'étudia avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire, le soupçon, l'espoir et quelque chose comme un désir se mêlant dans ses yeux sombres. Et finalement, elle accepta d'une voix à peine plus haute qu'un murmure qu'elle le rencontrerait le mardi suivant à 3 heures de l'après-midi au salon de thé de Bedford Street, et alors qu'Alexander quittait la boutique avec La Tempête sous le bras, il sentit l'éveil de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un sentiment que sa vie soigneusement ordonnée était sur le point d'être perturbée d'une manière qu'il ne pouvait prédire, mais qu'il accueillait en quelque sorte. Béatrice arriva au salon de thé de Bedford Street le mardi après-midi, vêtue de sa meilleure robe de laine bleu foncé qui avait vu 3 hivers mais restait respectable, son cœur battant irrégulièrement dans sa poitrine car, dans les jours qui avaient suivi son acceptation de ce rendez-vous, elle avait appris par une enquête discrète qui était exactement Alexander, non pas simplement un gentleman intéressé par le théâtre, mais le duc d'Ashford, un membre du Parlement connu pour ses positions progressistes sur la réforme, et cette connaissance l'avait rempli à part égale d'émerveillement et de crainte quant à ce que son intérêt pour elle pouvait signifier. Elle le trouva déjà assis à une table d'angle, loin des fenêtres de devant, et lorsqu'il se leva à son approche, elle vit une tension dans sa posture qui correspondait à la sienne. Une conscience partagée qu'il franchissait une frontière invisible en se rencontrant publiquement ici, même dans cet établissement modeste. Il l'aida à s'installer dans sa chaise avec une courtoisie soignée, et ils commandèrent du thé à la femme âgée qui les servait,
le rituel ordinaire offrant un bref abri contre le poids de ce qui restait non dit entre eux. Lorsque le thé arriva et qu'ils furent de nouveau seuls, Béatrice décida que l'honnêteté était la seule voie à suivre, et dit doucement qu'elle avait découvert sa véritable identité, qu'elle comprenait maintenant le risque qu'il prenait en s'associant à elle, et que même si elle chérissait leur conversation, elle ne pouvait en bonne conscience lui permettre de nuire à sa réputation pour le plaisir de discuter de théâtre avec une actrice ruinée. Alexander écouta sans interruption, ses yeux gris fixés sur son visage, et lorsqu'elle eut terminé, il se pencha légèrement en avant et dit avec une intensité qui la surprit qu'il n'avait pas caché son titre pour la tromper, mais plutôt pour leur permettre de parler comme deux personnes intéressées par l'art et les idées, sans la distorsion que le rang et le scandale imposeraient, et dès que sa réputation était à lui de la risquer comme il l'entendait. Elle étudia son visage, cherchant des signes de la condescendance qu'elle avait appris à attendre des hommes de sa classe, cette cruauté particulière qui prenait la forme de la gentillesse avant de se révéler comme un jeu, mais ne trouva qu'une détermination sincère et quelque chose qui ressemblait presque à de la solitude. Il lui demanda de lui parler d'elle, non pas de l'actrice que Londres avait jugée et rejetée, mais de la femme qui avait choisi ce chemin, et après un long moment d'hésitation, elle commença à parler de son enfance dans un village du Berkshire où son père était vicaire, de la façon dont elle avait découvert le théâtre pour la première fois lorsqu'une troupe itinérante s'était produite dans la salle paroissiale quand elle avait 12 ans, et qu'elle avait senti quelque chose s'éveiller en elle qui avait rendu les confins étroits de la vie attendue soudainement insupportables. Elle lui raconta comment elle avait quitté la maison à 18 ans contre la volonté de son père, comment elle avait travaillé pendant 2 ans comme couturière dans un théâtre avant de se voir confier son premier petit rôle, comment elle avait étudié chaque performance dont elle pouvait être témoin et s'était entraînée seule dans sa chambre louée jusqu'à ce que sa voix devienne forte et que sa compréhension des personnages s'approfondisse en quelque chose en quoi elle avait confiance. Alexander écouta avec une attention totale, posant occasionnellement des questions qui révélaient un intérêt sincère, plutôt qu'une performance polie, et lorsqu'elle se tut, il partagea sa propre histoire, parlant de sa mère qui avait aimé la scène avec une passion que la société jugeait inappropriée pour une duchesse, qui l'avait emmenée à des représentations tout au long de son enfance et lui avait appris à voir le théâtre comme un espace où la vérité pouvait être dite plus directement que dans les conversations prudentes des salons, et qui était morte quand il avait 19 ans, le laissant avec un duché qu'il n'avait jamais voulu et des attentes qui ressemblaient à des murs se refermant sur lui. Dans sa voix, Béatrice entendit l'écho de sa propre frustration face à un monde qui classait les gens dans des catégories rigides et punissait ceux qui remettaient en question ce classement, et elle sentit la tension entre eux se transformer en quelque chose de plus chaleureux, une reconnaissance de parenté qui transcendait la vaste différence de leur situation, et lorsqu'il lui demanda si elle lui permettrait de la revoir, elle se surprit à accepter avant que la prudence ne puisse intervenir, son cœur prenant une décision que son esprit savait dangereuse mais en quelque sorte nécessaire. Au cours des semaines suivantes, ils se rencontrèrent régulièrement, organisant leurs rencontres avec la discrétion soignée de personnes qui comprenaient le danger que leur association posait, choisissant des lieux dans les quartiers moins à la mode de Londres où le duc d'Ashford ne serait pas attendu et où une actrice déshonorée pourrait passer inaperçue, et ces promenades à travers Clerkenwell et Shoreditch devinrent un refuge contre les mondes contraints qu'ils habitaient chacun. Ils discutèrent de politique et d'art avec une intimité croissante, Alexander partageant ses frustrations concernant ses collègues parlementaires qui se souciaient plus de préserver leurs privilèges que de la réforme dont l'Angleterre avait désespérément besoin, décrivant la sensation suffocante de prononcer des mots qu'il savait ne rien changer tandis que la machine du pouvoir avançait inchangée, et Béatrice parlant de rêves artistiques désormais impossibles à atteindre, des rôles qu'elle avait espéré interpréter, des interprétations qu'elle avait voulu explorer,
des manières dont elle avait imaginé utiliser la performance pour éclairer des vérités sur les expériences des femmes que la société polie préférait ignorer. Leurs conversations devinrent plus personnelles à chaque rencontre, les frontières formelles de leurs premières entrevues s'érodant progressivement jusqu'à ce qu'ils parlent avec la liberté de vieux amis, bien que tous deux restassent parfaitement conscients de l'attraction qui grandissait entre eux comme une tempête qui se prépare. Par un après-midi froid de début janvier, ils marchèrent dans les allées désertes d'un petit parc d'Islington, les arbres nus se découpant sur un ciel gris menaçant la neige, et Alexander s'arrêta soudainement, se tourna vers elle et commença à réciter le discours de Roméo de la scène du balcon, les mots sortant avec une fluidité surprenante, et Béatrice réalisa qu'il connaissait tout le passage par cœur, sa voix portant le désir et l'émerveillement de Shakespeare. Elle l'écouta, captivée, pendant plusieurs vers avant que sa formation ne s'affirme et qu'elle ne l'interrompe pour corriger sa diction, lui disant qu'il mettait l'accent sur les mauvais mots, faisant du discours une affaire de désir de Roméo plutôt que de son étonnement à trouver quelque chose digne de ce désir, et elle démontra la lecture appropriée avec une passion qui lui fit oublier où ils étaient. Alexander essaya de nouveau, suivant ses instructions, et elle le coacha à travers le discours avec une animation croissante, ajustant sa respiration et sa posture, expliquant comment la position physique façonnait la vérité émotionnelle, et ils travaillèrent ensemble le passage jusqu'à ce qu'il le livre tel qu'elle l'entendait dans son esprit, brut, honnête et poignant. Quand il eut terminé, il se tenait très proche sur le chemin vide, sa main reposant toujours sur son bras d'où elle l'avait positionné, et il la regardait avec une expression qui lui coupa le souffle. Quelque chose au-delà de l'admiration ou du respect, quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Elle fit un commentaire léger sur ses aptitudes naturelles et recula, essayant de rétablir une distance de sécurité. Et il rit, mais le son était tendu. Une conscience crépitant entre eux comme de l'électricité avant un orage, et à ce moment-là, Béatrice comprit que ce qui grandissait entre eux avait dépassé la camaraderie intellectuelle pour entrer dans un territoire bien plus dangereux. Alors qu'il retournait vers la rue, sa main frôla la sienne accidentellement, et aucun d'eux ne se retira immédiatement, leurs doigts se touchant pendant peut-être 3 secondes, avant que tous deux ne se retirent avec une nonchalance étudiée, le bref contact brûlant à travers son gant comme une marque au fer rouge. Et elle sut par la tension de ses épaules qu'il l'avait senti aussi, cette chose impossible qui prenait racine malgré tous les arguments rationnels contraires. Malgré leurs précautions minutieuses, ils furent vus ensemble un mercredi après-midi de fin janvier par Madame Eleanor Whitworth, une veuve dont l'occupation principale consistait à observer la vie des autres et à distribuer ses observations à travers la société londonienne avec l'efficacité d'un service postal bien rodé. Et le samedi matin, des chuchotements avaient atteint leurs 2 mondes respectifs, porteurs de jugement et de spéculation qui transformaient leurs promenades innocentes en quelque chose de sordide dans le récit. Béatrice sentit le changement pour la première fois lorsqu'elle arriva à la librairie le samedi et trouva M. Davies, le propriétaire, la regardant avec une expression d'inquiétude mêlée de méfiance. Et lorsqu'elle lui demanda si quelque chose n'allait pas, il hésita avant de dire qu'elle devrait peut-être être plus prudente dans ses fréquentations, étant donné sa position déjà précaire dans la société. Les mots la frappèrent comme un coup, car elle s'était permis d'oublier, pendant ses promenades avec Alexander, que Londres observait toujours prête à punir toute déviation du comportement prescrit, et le rappel qu'elle restait une figure scandaleuse dont chaque action serait interprétée à travers le prisme de la faillite morale, la fit se sentir soudainement exposée et stupide. Ce soir-là, Madame Caldwell frappa à sa porte, avec du thé et de la sympathie, s'asseyant lourdement dans le fauteuil usé près de la fenêtre et disant avec une gentillesse sincère qu'elle ne croyait pas aux ragots
selon lesquelles Béatrice entretenait une liaison inconvenante avec un duc, mais que d'autres étaient moins caritables, et que plusieurs des autres locataires avaient exprimé leur inquiétude quant à la respectabilité de la maison. Béatrice écouta avec un froid croissant dans l'estomac, comprenant que même ce refuge devenait incertain, que sa connexion avec Alexander ne lui nuisait pas seulement à elle, mais à tous ceux qui lui étaient associés. Pendant ce temps, Alexander se retrouva face à des questions pointues de Robert lors d'un dîner à leur club, le visage habituellement joyeux de son ami tiré par l'inquiétude, alors qu'il demandait si les rumeurs selon lesquelles Alexander fréquentait l'actrice Beatrice Thornhill étaient vraies, et quand Alexander confirma qu'il l'avait en effet rencontrée pour discuter de questions théâtrales, Robert ferma brièvement les yeux comme s'il souffrait et dit que la moitié du Parlement en parlait déjà et que Lord Carstairs racontait à qui voulait l'entendre que le jugement d'Alexander avait été compromis par une femme inappropriée. Alexander sentit la colère monter, brûlante, dans sa poitrine face à cette caractérisation, mais Robert continua avec urgence, expliquant que la position politique d'Alexander dépendait du maintien du respect de ses pairs, que ses opinions progressistes étaient déjà considérées avec suspicion et que le fait d'être perçu comme la dupe d'une actrice notoire détruirait toute influence qu'il possédait encore. La conversation laissa Alexander frustré et sur la défensive, certain que Robert avait tort, mais incapable de rejeter complètement l'avertissement. Le lundi suivant, Lady Catherine Pembroke arriva à Pembroke House sans prévenir, entrant dans le bureau d'Alexander avec l'air déterminé d'une femme en mission, et sans préambule, elle lui demanda s'il avait entièrement perdu la tête en s'associant publiquement avec une actrice bannie dont la réputation était déjà irréparable. Alexander tenta de défendre son amitié, mais Catherine l'interrompit avec une brusquerie inhabituelle, lui disant qu'elle ne se souciait nullement des normes hypocrites de la société, mais de tout ce qui concernait son bien-être, et que cette association donnerait à ses ennemis l'arme dont ils avaient besoin pour saper tout ce qu'il espérait accomplir au Parlement. Le mardi après-midi, Béatrice avait pris sa décision, assise seule dans sa chambre avec du papier à lettres devant elle, comprenant avec une clarté douloureuse que la connexion continue d'Alexander avec elle ne lui apporterait que du tort, et que la chose la plus gentille qu'elle pouvait faire pour un homme dont elle s'était éprise plus profondément que la sagesse ne le permettait était de se retirer de sa vie avant que les dommages ne deviennent irréparables. Béatrice s'assit au petit bureau de sa chambre un mercredi soir, une feuille de papier vierge devant elle, les mots qu'elle devait écrire se formant et se reformant dans son esprit, alors qu'elle essayait de trouver un langage qui couperait le lien entre elle et Alexander sans révéler combien cette rupture lui coûterait, et après 3 faux départs, elle écrivit finalement simplement que leur amitié avait été un cadeau, mais qu'elle ne pouvait en bonne conscience continuer une association qui nuisait à sa réputation et à sa position politique, qu'elle le libérait de tout sentiment d'obligation envers elle, et qu'elle lui souhaitait tout le succès dans son important travail. Elle scella la lettre avant que le courage ne lui manque, et l'envoya par messager le jeudi matin, puis se rendit à la librairie avec un sentiment de perte qui lui creusait la poitrine, accomplissant ses tâches mécaniquement, tandis que son esprit évoquait des images d'Alexander lisant ces mots. Il reçut la lettre à Pembroke House à 10h30 le jeudi, alors qu'il se préparait à partir pour une session parlementaire, et son secrétaire rapporta plus tard que le duc était devenu très immobile en la lisant, son visage se vidant de sa couleur avant qu'il ne plie le papier avec une précision soignée et le place dans la poche de sa poitrine. Et pendant la session qui suivit, il resta rigide sur son siège, ne contribuant en rien au débat. Son attention clairement ailleurs même s'il maintenait une contenance extérieure. Le vendredi matin, il se rendit directement à la librairie, arrivant alors que M. Davis déverrouillait la porte, et quand Béatrice le vit par la fenêtre, son cœur bondit et se brisa simultanément. Mais elle avait anticipé cela, et avait demandé à M. Davis de dire à tout visiteur qu'elle n'était pas disponible. Alors Alexander resta dans la boutique,
parlant avec urgence au propriétaire, tandis que Béatrice restait dans l'arrière-boutique, la main pressée sur sa bouche, pour s'empêcher de l'appeler. Il partit après plusieurs minutes, et elle pensa que c'était la fin. Mais moins d'une heure plus tard, un enfant des rues arriva avec un mot de la main d'Alexander. Et elle l'ouvrit avec des doigts tremblants pour lire des mots qui sapaient à chaque argument rationnel qu'elle avait construit pour mettre fin aux choses. Il écrivait qu'il comprenait ses craintes, mais que ses sentiments ne dépendaient pas de l'approbation de la société, qu'elle avait réveillé en lui quelque chose qu'il n'abandonnerait pas simplement parce que d'autres le trouvaient incommode, que si elle souhaitait vraiment ne plus jamais le revoir, il respecterait cette décision, mais qu'elle devait savoir qu'il continuerait à penser à elle et à se battre pour les principes qu'elle lui avait appris à valoriser plus clairement. Béatrice lut le mot seul dans sa chambre ce soir-là et pleura pour la première fois depuis qu'elle avait reçu la nouvelle de son interdiction, pleurant pour ce qui aurait pu être dans un monde différent et pour la nécessité de le protéger même contre son propre cœur généreux. Les 2 semaines suivantes passèrent dans une misère grise pour eux deux, Alexander devenant visiblement renfermé lors des événements sociaux, s'emportant contre ses collègues lors des débats parlementaires, avec une colère qui semblait provenir d'une source plus profonde que les questions en jeu, tandis que Béatrice commença à se renseigner sur des postes en dehors de Londres, écrivant à des compagnies de théâtre dans des villes de province et envisageant de trouver du travail comme professeur d'élocution ou de littérature, n'importe quoi pour échapper à la ville qui lui semblait maintenant une prison. Elle évitait les endroits où elle pourrait le rencontrer, et il respectait ses souhaits tacites. Bien que Robert rapportât à Catherine qu'Alexander passait de longues soirées seul dans son bureau, refusant les invitations et négligeant sa correspondance, la lumière de sa fenêtre visible tard dans la nuit. La session parlementaire majeure sur le projet de loi sur la réglementation du théâtre et les normes morales s'ouvrit le matin du 3 mars dans la chambre de la Chambre des Lords, la vaste salle remplie de pairs dans leurs robes officielles et d'observateurs se pressant dans les galeries, l'air épais du poids de la tradition et du murmure d'anticipation alors que Lord Henry Carstairs se levait pour présenter sa proposition d'un contrôle gouvernemental plus strict sur les représentations et le contenu théâtraux. Alexander était assis à sa place habituelle, près du centre de la chambre, sa posture rigide et ses mains agrippées fermement aux accoudoirs, alors que Carstairs commençait à parler dans son style oratoire poli de la décadence morale, menaçant la société anglaise par la corruption des arts théâtraux, et bien que Carstairs ne mentionna pas directement le nom de Béatrice, sa signification était sans équivoque lorsqu'il fit référence à un cas récent d'une actrice londonienne, dont le mépris délibéré des convenances et l'interprétation incendiaire des textes classiques avaient démontré le besoin urgent d'une plus grande surveillance. Alexander sentit la fureur monter dans sa poitrine comme une pression physique, alors que Carstairs continuait, décrivant comment des femmes de moralité douteuse utilisaient la scène comme une plateforme pour répandre des idées dangereuses sur l'indépendance féminine et pour remettre en question l'autorité masculine légitime, et comment de telles influences empoisonnaient l'esprit des jeunes gens impressionnables et sapaient l'ordre naturel qui maintenait la société stable. Plusieurs autres lords murmurèrent leur accord, et Lord Pemberton se leva pour parler en faveur du projet de loi, ajoutant que les théâtres étaient devenus des lieux de rassemblement pour les radicaux et que les récents troubles parmi les classes laborieuses pouvaient être attribués en partie à des représentations théâtrales incendiaires qui encourageaient les ordres inférieurs à remettre en question leurs supérieurs. Alexander jeta un coup d'œil de l'autre côté de la chambre à Robert, qui le regardait avec une inquiétude visible, et lorsque leurs yeux se croisèrent, Robert secoua la tête d'un geste petit mais délibéré, un avertissement clair de ne pas s'engager dans un débat qu'Alexander ne pourrait pas gagner. La discussion se poursuivit, orateur après orateur se levant pour condamner le laxisme moral du théâtre moderne, pour exprimer leur inquiétude quant aux actrices qui, selon eux,
utilisant leur position pour exercer une influence inappropriée sur de riches mécènes, et pour soutenir que les femmes qui s'exhibaient sur scène étaient par nature inaptes à interpréter des œuvres de haute littérature sans l'orientation et l'approbation masculine. L'esprit d'Alexander se remplit d'images de Béatrice. Son intelligence lorsqu'il discutait de Shakespeare dans la librairie, sa passion lorsqu'elle parlait du pouvoir transformateur de la performance, sa dignité face à la cruauté de la société, et son courage à poursuivre son art malgré tous les obstacles placés devant elle. Il se souvint de ses paroles lors d'une de leurs promenades, lorsqu'elle avait dit que chaque génération devait décider si elle devait accepter les injustices héritées ou les contester quel qu'en soit le coût personnel, et que le seul véritable échec était de savoir mieux, mais de choisir le silence par peur. Robert croisa de nouveau son rein, cette fois avec plus d'urgence, semblant sentir qu'Alexander approchait d'un précipice, mais Alexander détourna les yeux et se leva lentement. Son cœur battant la chamade, mais sa voix ferme, alors qu'il demandait la parole au Lord Président. Et la chambre se tut, tandis que tous les yeux se tournaient vers le duc d'Ashford, se demandant ce qu'il pouvait bien avoir à dire sur la moralité théâtrale. Alexander commença par remercier le Lord Président pour la parole accordée, et s'adressa à la chambre avec la courtoisie formelle attendue dans cette ancienne salle. Mais sa voix portait une intensité qui fit taire même ceux qui avaient murmuré, alors qu'il déclarait qu'il souhaitait s'opposer à la proposition de Lord Carstairs, non par désir de promouvoir la décadence morale, mais plutôt par conviction que le projet de loi, tel que présenté, méconnaissait fondamentalement à la fois la nature de l'art et les principes de la liberté anglaise. Il parla de la manière dont les grandes œuvres de la littérature et du théâtre avaient toujours servi de miroir tendu à la société, reflétant non seulement ce qui était, mais ce qui pourrait être, mettant au défi le public de réfléchir plus profondément à la justice, à la vérité et à la condition humaine, et que contraindre de telles œuvres aux seules interprétations approuvées par l'autorité gouvernementale revenait à réduire l'art à de la simple propagande et à appauvrir la vie culturelle de la nation. Plusieurs lords s'agitèrent inconfortablement, alors qu'Alexander continuait, sa prudence politique préparée s'effaçant, alors qu'il faisait référence, sans la nommer, au cas récent d'une actrice dont l'interprétation de Lady Macbeth avait été jugée dangereuse, et il demanda à la Chambre de considérer ce qui était réellement dangereux dans une performance qui dépeignait un personnage féminin comme complexe et moralement conflictuel plutôt que simplement maléfique, si la véritable menace était pour la moralité publique ou simplement pour le confort de ceux qui préféraient ne pas réfléchir trop profondément aux motivations des femmes ou à la nature de l'ambition elle-même. Lord Carstairs se leva sur un rappel au règlement, le visage empourpré de colère, suggérant que le duc d'Ashford semblait inhabituellement investi dans la défense du caractère d'une actrice particulière et que peut-être son jugement sur cette question était compromis par des associations elles-mêmes douteuses. Et la chambre éclata en murmures, alors que tous les yeux se tournaient de nouveau vers Alexander pour voir comment il répondrait à cette accusation à peine voilée. Alexander soutint directement le regard de Carstairs et dit avec une clarté parfaite qu'il connaissait en effet l'actrice en question, qu'il s'était fait un devoir de comprendre les circonstances de son interdiction et qu'il l'avait trouvée être une femme d'une intelligence exceptionnelle, d'un profond talent artistique et d'un caractère moral bien supérieur à celui démontré par ceux qui avaient orchestré sa destruction professionnelle par mesquinerie et par peur de l'excellence féminine. Le choc dans la chambre était palpable. Plusieurs lords protestant à voix haute, tandis que d'autres restaient stupéfaits qu'un père du rang d'Alexander défende si ouvertement une actrice scandaleuse et admette une connaissance personnelle avec elle. Mais Alexander continua, sa voix s'élevante, alors qu'il déclarait que l'hypocrisie des hommes qui entretenaient des maîtresses et fréquentaient des bordels, siégeant pour juger une femme dont le seul crime était d'interpréter Shakespeare avec intelligence et passion, était une tache sur l'honneur de cette chambre.
Il pouvait voir Robert la tête entre les mains et sentir les alliances politiques qu'il avait mis des années à construire s'effondrer autour de lui. Mais il pensa à Béatrice pleurant seule dans sa chambre après l'avoir renvoyée pour protéger sa réputation, et il sut que certaines choses comptaient plus que la survie politique, que ce moment exigeait qu'il choisisse entre la sécurité du silence et le risque de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Alexandre sentit la chambre sombrer dans le chaos autour de lui et sut qu'il se tenait au bord d'un précipice d'où il ne pourrait y avoir de retour. Mais dans ce moment de crise, quelque chose se clarifia dans son esprit avec une certitude cristalline parfaite. Et il éleva la voix pour percer le tumulte croissant et déclara que si les lords assemblés croyaient vraiment que certaines interprétations de Shakespeare représentaient un tel danger pour la moralité anglaise, peut-être devraient-ils avoir l'opportunité d'assister à la représentation du texte lui-même devant eux, afin de pouvoir juger de leurs propres yeux et oreilles, plutôt qu'à travers le filtre des préjugés et des rumeurs. La chambre se tut brusquement, alors que tous les visages se tournaient vers lui avec des expressions allant du choc à la confusion, jusqu'à l'horreur naissante face à ce qu'il semblait suggérer, et Lord Pemberton s'écria, demandant si le duc d'Ashford proposait réellement qu'une représentation théâtrale ait lieu au sein même de la Chambre des Lords, ce qui était sûrement au-delà de toutes les limites de la bienséance et des précédents. Alexandre répondit calmement à la question et répliqua qu'il proposait précisément cela, spécifiquement une représentation de la scène du balcon de Roméo et Juliette. Cette exploration la plus célèbre de l'amour de jeunesse, défiant la haine arbitraire de familles en conflit, jouée dans cette chambre afin que les lords puissent faire l'expérience directe de la beauté et de la vérité morale de Shakespeare, plutôt que de la condamner sur la base de suppositions craintives sur ce que le théâtre pourrait faire pour corrompre les masses. La réaction fut immédiate et explosive, certains lords criant qu'une telle suggestion était scandaleuse et dégradante pour la dignité du Parlement, tandis que d'autres riaient ouvertement de ce qu'ils prenaient pour une blague absurde ou la preuve que le duc avait perdu la raison. Et Lord Carstairs se leva de nouveau avec un sourire de triomphe froid se dessinant sur son visage, alors qu'il disait qu'il saluait la proposition du duc, car elle démontrerait de manière concluante l'absurdité de permettre aux femmes d'interpréter la grande littérature sans une orientation appropriée. Alexandre sentit son cœur battre la chamade, mais garda sa voix égale, alors qu'il demandait si Lord Carstairs acceptait le défi, s'il était prêt à autoriser une représentation dans cette chambre et à la juger équitablement sur son mérite artistique. Et Carstairs répondit avec une courtoisie élaborée qu'il serait ravi d'assister à tout divertissement que le duc souhaiterait fournir, car cela serait sans aucun doute instructif pour tous les présents sur les dangers dont ils discutaient. Le Lord président appela à l'ordre et, après plusieurs minutes de consultation animée avec ses conseillers, annonça que bien que très irrégulière, aucune règle spécifique n'interdisait une telle démonstration si les deux parties y consentaient, et que si le duc d'Ashford souhaitait organiser une représentation de la scène en question pour l'édification de la chambre, elle pourrait être programmée pour une semaine plus tard, au début de la prochaine session, bien qu'il prévint que ce précédent ne devait pas être considéré comme une invitation à de futures manifestations théâtrales. Alexandre accepta les conditions, son esprit courant déjà vers ce à quoi il venait de s'engager et qui il aurait besoin pour le rendre possible. Et alors que la session se dissolvait dans les arguments et les spéculations, il sortit de la chambre la tête haute et la mâchoire serrée, ignorant les tentatives de Robert pour attirer son attention et les regards qui le suivaient dans les couloirs. Il se rendit directement dans la cour où sa voiture attendait et donna à son cocher l'adresse du logement de Béatrice, sachant qu'il avait peut-être 1 heure avant que la nouvelle de ce qui s'était passé au Parlement ne se répande dans toute Londres, 1 heure pour la trouver et la convaincre de se tenir à ses côtés dans l'acte le plus audacieux et peut-être le plus ruineux de leurs 2 vies. La voiture d'Alexandre traversa les rues de Londres à une vitesse inhabituelle,
alors qu'il pressait le cocher vers la modeste pension où vivait Béatrice. Et au moment où il arriva, le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la rue étroite, et son cœur battait avec une urgence qui n'avait rien à voir avec l'effort physique de monter les escaliers 2 par 2 pour atteindre sa porte. Il frappa fermement et entendit un mouvement à l'intérieur suivi de la voix suspicieuse de Madame Caldwell demandant qui appelait à une telle heure pour ce qu'il était. Et lorsqu'il donna son nom, il y eut une longue pause avant que la logeuse n'ouvre la porte avec des yeux écarquillés et une révérence hâtive, clairement choquée de trouver un duc sur son seuil, et elle balbutia que Mademoiselle Thornhill se préparait à partir et ne recevait peut-être pas de visiteurs. Alexander demanda avec toute l'autorité que son titre lui conférait si elle aurait la bonté d'informer Mademoiselle Thornhill que l'affaire était urgente et concernait son avenir professionnel, et la logeuse se retira dans le couloir tandis qu'il attendait dans l'entrée exiguë, entouré de l'odeur de choux et de plâtre humide qui témoignait des circonstances réduites de Béatrice. Lorsque Béatrice apparut au bout du couloir, elle avait l'air surprise et méfiante, ses cheveux vaguement épinglés et sa robe simple, et derrière elle, à travers la porte ouverte de sa chambre, il pouvait voir une malle à moitié remplie des quelques possessions qu'elle avait conservées de sa vie antérieure. Elle s'approcha lentement et demanda ce qui l'avait amenée ici, alors qu'elle avait clairement indiqué dans sa lettre qu'ils ne pouvaient pas continuer leur association. Et il entendit dans sa voix à la fois la douleur de cette décision et la détermination de le protéger, même au prix de son propre bonheur. Alexander jeta un coup d'œil à Madame Caldwell qui planait à proximité et demanda s'il pouvait parler en privé, et Béatrice hésita avant d'acquiescer et de le conduire dans sa petite chambre, laissant la porte convenablement ouverte, mais s'avançant suffisamment à l'intérieur pour que leur conversation ne soit pas entendue. Il se tourna pour lui faire face dans cet espace exigu, entouré de ses affaires emballées et de la lumière déclinante à travers une seule fenêtre, et il commença sans préambule à lui raconter ce qui s'était passé au Parlement cet après-midi-là, comment le débat s'était déroulé, comment Lord Carstairs avait attaqué son caractère, et comment il s'était trouvé incapable de rester silencieux face à une telle injustice. Elle l'écouta avec une alarme croissante, alors qu'il décrivait sa défense d'elle, puis sa proposition extraordinaire de jouer la scène du balcon de Roméo et Juliette devant les lords assemblés, et lorsqu'il termina en expliquant que la représentation était prévue pour 1 semaine plus tard et qu'il avait besoin d'elle pour se tenir à ses côtés en tant que Juliette face à son Roméo, elle le fixa comme s'il avait entièrement perdu la raison. Béatrice recula et dit d'une voix tendue par l'émotion que ce qu'il proposait était de la folie, que cela achèverait de détruire sa carrière politique et n'accomplirait rien d'autre que de fournir à Lord Carstairs et à ses alliés de nouvelles munitions contre eux deux, et qu'elle ne lui permettrait pas de sacrifier tout ce pourquoi il avait travaillé sur un geste qui était noble, mais finalement futile. Alexander argumenta avec une intensité tranquille qui trancha avec ses protestations, disant qu'il avait déjà sacrifié sa position politique au moment où il avait parlé dans cette chambre, que le mal était fait et ne pouvait être défait par son refus, mais qu'ensemble, il pourrait au moins donner un sens à son sacrifice en démontrant la vérité même qu'il avait prétendu défendre. Il s'approcha d'elle dans cette petite chambre et dit qu'il ne lui demandait pas de le sauver, mais de se tenir à ses côtés dans un acte qui transcendait leurs 2 destins individuels, et que les lords soient émus ou restent intransigeants, que la presse les loue ou les condamne, il avait besoin de savoir qu'il avait fait tout son possible pour honorer ce qui était juste plutôt que ce qui était opportun. Béatrice se tourna vers la fenêtre et il vit ses épaules trembler alors qu'elle luttait avec le poids de la décision. Et après un long moment, elle demanda d'une voix à peine plus haute qu'un murmure s'il croyait vraiment qu'il pouvait faire une différence, ou si ce n'était qu'un beau geste qui les laisserait tous deux ruinés, sans rien à montrer. Alexander se plaça à côté d'elle, regarda la rue qui s'assombrissait en bas et dit qu'il ne pouvait promettre le succès,
ni même que les esprits changeraient, mais qu'il pouvait promettre que le silence et la capitulation n'avaient jamais, dans l'histoire, mené à la justice, et que sa mère avait passé toute sa vie à s'entendre dire que son amour pour le spectacle était futile et inapproprié, et était morte sans jamais être montée sur une scène, et il ne permettrait pas que le même sort s'abatte sur quelqu'un avec le don extraordinaire de Béatrice. Elle se tourna pour le regarder, alors, les larmes montant à ses yeux, et demanda ce qu'il proposait vraiment. Et il soutint son regard fermement, et dit qu'il proposait qu'ils passent la semaine suivante à préparer la scène du balcon de Roméo et Juliette, qu'elle l'enseignerait comme elle avait commencé à le faire dans le parc, et qu'il la jouerait devant le Parlement avec toute l'habileté et la passion qu'il pourrait rassembler. Béatrice scruta son visage, et il vit le moment où sa peur se transforma en autre chose, une étincelle de l'espoir rebelle qui avait rendu sa Lady Macbeth brillante. Et elle demanda s'il comprenait qu'elle le coacherait sans pitié, et exigerait qu'il atteigne des normes professionnelles, même s'il était un duc. Alexander sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, et il sourit pour la première fois depuis son entrée dans sa chambre, disant qu'il n'attendait rien de moins, et que si elle était prête à se tenir à ses côtés, il se consacrerait à devenir digne de partager une scène avec elle. Elle hocha lentement la tête, et dit que s'ils allaient commettre cette forme particulière de suicide social, ils pourraient aussi bien le faire correctement, et qu'ils devraient commencer les répétitions immédiatement, car une semaine suffisait à peine pour préparer ne serait-ce qu'une seule scène au niveau requis. Alexander acquiesça, et suggéra qu'ils utilisent son bureau privé à Pembroke House, où ils ne seraient ni interrompus ni observés. Et bien que Béatrice hésitât face à l'inconvenance de passer un temps prolongé seule avec lui dans sa résidence, elle reconnut que le secret était nécessaire s'ils espéraient maintenir un quelconque élément de surprise. Ils convinrent de commencer le lendemain matin, et, alors qu'Alexander se préparait à partir, Béatrice l'arrêta d'une main sur son bras et dit qu'elle avait besoin qu'il comprenne qu'elle acceptait non pas parce qu'elle croyait que cela réussirait, mais parce que sa volonté de tout risquer lui avait montré que peut-être certains gestes de défi comptaient quel qu'en soit le résultat, et il couvrit brièvement sa main de la sienne et dit que c'était tout ce qu'il pouvait demander. Le 3e matin, avant la représentation prévue, Béatrice se réveilla d'un cauchemar dans lequel elle se tenait devant les lords assemblés du Parlement, ouvrait la bouche pour parler et se retrouvait sans voix, tandis que des rires cruels résonnaient dans la chambre, et elle resta dans son lit étroit à la pension de Madame Caldwell, le cœur battant la chamade et une sueur froide mouillant sa chemise de nuit, alors que la lumière grise de l'aube se glissait à travers les fins rideaux. Elle avait connu le trac dans ses premières années d'actrice, mais c'était quelque chose de bien plus viscéral et terrible. Une terreur qui se levait dans son estomac et lui murmurait qu'elle menait Alexander à la catastrophe, et que sa vanité en acceptant de jouer l'avait aveuglée sur le véritable coût de leur défi. Lorsqu'elle arriva à Pembroke House plus tard ce matin-là pour leur répétition prévue, elle trouva Alexander déjà dans son bureau, arpentant le sol devant la fenêtre, et elle vit dans la tension de ses épaules et les ombres sous ses yeux qu'il avait lui aussi passé une nuit difficile. Ils commencèrent leur répétition de la scène du balcon, mais la magie qui avait imprégné leur répétition précédente semblait s'être évaporée, remplacée par une récitation mécanique de répliques qui semblait creuse et peu convaincante, et par 2 fois Béatrice s'arrêta pour se corriger sur des déplacements qu'ils avaient déjà perfectionnés, ce qui trahissait la fracture de ses nerfs habituellement solides. Alexander fit une erreur inhabituelle dans la séquence des déclarations de Roméo et jura doucement sous son souffle avant de s'excuser. Et Béatrice vit un éclair de frustration traverser ses traits, ce qui témoignait de pression dépassant la salle de répétition. Elle suggéra qu'ils fassent une pause et ils s'assirent dans les fauteuils près de la cheminée où ils avaient passé tant d'heures en préparation. Mais maintenant, un silence tendu s'étirait entre eux, alourdi de doutes non exprimés. Alexander rompit finalement le silence en lui disant que 3 autres de ses alliés politiques avaient retiré leur soutien ce matin-là
et qu'il avait reçu une lettre de la direction du parti, lui suggérant de reconsidérer sa démonstration prévue, formulant leurs préoccupations dans un langage diplomatique qui dissimulait à peine une menace directe à son avenir politique. Béatrice sentit sa résolution s'effriter davantage, et elle dit d'une voix tendue, par l'émotion, que peut-être la direction avait raison et qu'il devrait se retirer avant que les dommages ne deviennent irréparables, et elle vit un soulagement vaciller brièvement dans les yeux d'Alexander avant d'être remplacé par quelque chose de plus complexe. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et dit qu'il avait pensé la même chose, que peut-être son geste n'était pas noble, mais simplement téméraire, et qu'il n'avait aucun droit de l'entraîner dans les décombres de sa carrière politique, et pendant un long moment, ils se tinrent tous deux au bord de la reddition. Puis Alexander se tourna pour lui faire face et dit qu'il y avait quelque chose qu'il devait lui dire sur la raison pour laquelle cette performance importait au-delà de la politique ou de la justice, et il commença à parler de sa mère avec une vulnérabilité brute qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant. Il lui raconta que sa mère possédait un talent naturel pour la performance et avait rêvé, jeune fille, de poursuivre une carrière sur scène, mais que sa famille avait considéré de telles aspirations comme profondément inappropriées pour une femme de son rang et l'avait mariée jeune à son père, qui avait interdit toute manifestation publique de ses capacités. Alexander décrivit comment sa mère avait néanmoins organisé des lectures théâtrales privées dans leur domaine de campagne, et comment son visage s'était transformé de joie lorsqu'elle jouait, et comment, après la mort de son père, elle avait parlé de poursuivre enfin son rêve différé pour se voir diagnostiquer la maladie qui lui ôterait la vie en moins d'1 an. Le matin de la représentation arriva avec un pâle soleil de novembre qui pénétrait à peine l'épais brouillard londonien. Et Béatrice se réveilla dans son lit étroit à la pension de Madame Caldwell, se sentant comme si elle évoluait dans un rêve dont elle ne pouvait s'éveiller, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle se lavait le visage à l'eau froide de la cuvette sur sa commode. Catherine avait envoyé une robe la veille au soir avec un mot exprimant son soutien. Et Béatrice la souleva maintenant de l'endroit où elle reposait soigneusement drapée sur sa seule chaise, la soie bleue profond, semblant incroyablement fine pour quelqu'un de sa condition actuelle, bien que Catherine ait bien choisi, car la couleur était riche sans être ostentatoire, et la coupe élégante mais convenablement modeste pour comparaître devant le Parlement. Elle s'habilla lentement, et avec grand soin, ses doigts parcourant les attaches avec la même précision délibérée qu'elle avait toujours utilisée avant de monter sur scène, et elle arrangea ses cheveux sombres dans une coiffure simple qui ne distrairait pas de sa performance, évitant tout excès théâtral qui pourrait donner aux lords hostiles des munitions supplémentaires pour leurs préjugés. Madame Caldwell frappa doucement et entra avec un thé qu'elle n'avait pas demandé, mais dont elle avait profondément besoin, et les yeux de la femme plus âgée brillaient d'émotion, alors qu'elle disait à Béatrice que quoi qu'il arrive dans cette chambre aujourd'hui, elle s'était déjà montrée plus courageuse que la plupart des gens ne le sont dans toute une vie. Béatrice serra brièvement sa logeuse dans ses bras avant de boire le thé et de rassembler les quelques affaires dont elle aurait besoin, puis elle descendit dans la rue où une modeste voiture de location l'attendait pour la conduire au Parlement, car ils avaient convenu qu'elle et Alexander devaient arriver séparément pour maintenir au moins un vernis de bienséance. De l'autre côté de Londres, dans les grandes salles de Pembroke House, Alexander se tenait devant son miroir en tenue parlementaire complète, le manteau noir formel et la culotte lui semblant être une armure qu'il revêtait pour la bataille. Et Robert était arrivé tôt pour se tenir à ses côtés dans ces dernières minutes, avant son départ, pour ce qui pourrait être la matinée la plus conséquente de sa vie politique. Robert fit une dernière tentative pour le dissuader, parlant avec l'inquiétude d'une véritable amitié des alliés qui avaient abandonné la cause d'Alexander, et des chuchotements selon lesquels il serait formellement censuré après cette démonstration, mais Alexander se contenta de lui serrer l'épaule et de dire qu'il avait fait la paix avec toutes les conséquences qui suivraient, car rester silencieux lui aurait coûté quelque chose
de bien plus précieux qu'une position politique. Il pensa à sa mère en descendant les escaliers et en montant dans sa voiture, se souvenant comment sa voix s'était transformée lorsqu'elle lisait à voix haute ses pièces bien-aimées, et il emporta ce souvenir avec lui à travers les rues grises vers Westminster. La chambre du Parlement se remplit plus tôt que d'habitude de lords venus par curiosité, hostilité ou, dans de rares cas, par un intérêt sincère pour ce que cette performance sans précédent pourrait révéler, et la presse était arrivée en force car le scandale d'un duc jouant Shakespeare avec une actrice bannie devant le gouvernement assemblé était tout simplement trop extraordinaire pour être manqué. Lord Carstairs était assis à une place de choix, arborant une expression d'anticipation suffisante, s'attendant clairement à ce que la matinée se termine par l'humiliation totale d'Alexander et la destruction finale de toute sympathie pour la réforme théâtrale. Alexander entra le premier et se dirigea vers la zone de parole, la tête haute malgré le mélange de regards curieux et méprisants qui suivit sa progression, et il se tint devant ses pairs avec un calme remarquable en attendant l'arrivée de Béatrice. Béatrice entra dans la chambre quelques minutes après Alexander et toutes les têtes se tournèrent vers elle, alors qu'elle marchait avec une dignité soignée dans l'allée entre les lords assemblés, sentant le poids de centaines d'yeux sur elle et entendant le bruissement immédiat de chuchotements qui suivait sa progression comme une vague se propageant sur une eau calme. Elle garda le regard fixé droit devant, là où Alexander l'attendait, et puisa dans chaque technique qu'elle avait apprise en 10 ans sur scène pour maintenir son calme, pour garder ses mains détendues à ses côtés et sa respiration régulière malgré les battements de son cœur contre ses côtes. La chambre était un espace imposant, conçu pour rappeler à tous ceux qui y entraient le poids de la tradition et du pouvoir, avec son haut plafond voûté, ses boiseries sombres et ses rangées de bancs où les lords étaient assis dans leur tenue officielle. Et elle ressentit vivement l'absurdité de sa présence ici, en tant que femme et actrice, dans ce domaine masculin de la gouvernance. Elle atteignit la zone de parole où Alexander attendait, et ils se firent face à une distance d'environ 8 pieds, ce qui servirait d'espace entre Roméo en bas et Juliette sur son balcon. Et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent, et elle vit dans son regard à la fois des encouragements et sa propre nervosité à peine dissimulée. Alexander se tourna pour s'adresser à l'assemblée, et sa voix, lorsqu'il parla, était claire et ferme, alors qu'il remerciait les lords de leur présence et déclarait simplement qu'ils allaient maintenant jouer la scène du balcon de l'acte 2 de Roméo et Juliette, afin que la chambre puisse juger par elle-même si les mots de Shakespeare constituaient un danger pour la morale publique ou une fenêtre sur la vérité humaine. Il n'offrit pas d'autre préambule ni de justification et, après sa brève introduction, il se tourna de nouveau vers Béatrice et la représentation commença. Alexander prononça les premières répliques de Roméo en levant les yeux vers l'endroit où Béatrice se tenait, représentant le balcon, sa voix hésitante au début et manquant un peu de la musique du vers, et Béatrice sentit sa propre gorge se serrer d'anxiété, alors qu'elle se préparait à livrer la réponse de Juliette, tandis que des murmures hostiles parcouraient les lords qui observaient. Elle commença à parler, et sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait prévu, les mots techniquement corrects mais dépourvus de la résonance émotionnelle qu'elle avait atteinte si facilement en répétition, et elle sentit les murs de la chambre se refermer sur elle alors que plusieurs lords s'agitaient sur leurs sièges avec des expressions de dédain. Puis quelque chose changea en elle, alors qu'elle atteignait le vers sur les noms étant des étiquettes arbitraires, qui ne pouvaient changer la nature essentielle de ce qu'il décrivait, et elle entendit dans ces mots un écho de sa propre situation et de celle d'Alexander, 2 personnes jugées inappropriées l'une pour l'autre par les règles arbitraires d'une société qui valorisait les titres plus que la vérité. Sa voix se renforça et trouva sa profondeur et sa puissance naturelle, et elle sentit sa formation s'élever,
pour la porter comme elle l'avait fait à travers d'innombrables représentations au cours de ses années sur scène. Alexander répondit immédiatement au changement en elle, et ses répliques suivantes en tant que Roméo prirent vie avec un désir sincère, la raideur quittant son maintien alors qu'il trouvait le cœur émotionnel du personnage. Les murmures hostiles dans la chambre commencèrent à s'estomper, alors que certains des lords, malgré eux, se laissaient entraîner par la beauté de la langue et l'intensité croissante entre les deux interprètes, et même ceux qui étaient venus déterminés à se moquer virent leur attention capturée par la scène qui se déroulait. La performance atteignit son centre émotionnel, alors qu'Alexander livrait le vœu de Roméo avec une ferveur qui transcendait la simple récitation, sa voix portant à travers la chambre silencieuse, avec les mots sur le fait de prendre Juliette comme sa sainte sur la lune. Et Béatrice répondit avec le doux reproche de Juliette de ne pas jurer par la lune inconstante, mais par son véritable moi. Et dans cet échange, quelque chose de profond changea entre eux, alors que la distance formelle de l'interprète et du public se dissolvait entièrement. Ils n'étaient plus un duc et une actrice bannis se tenant devant le Parlement, plus même des acteurs jouant des personnages d'une pièce vieille de plusieurs siècles, mais simplement deux personnes disant des vérités qu'ils n'avaient pas pu articuler pleinement dans les conversations prudentes de leur cour, et chaque personne qui regardait sentit la transformation, même s'il ne pouvait pas la nommer. Alexander se rapprocha alors que Roméo insistait pour obtenir un vœu pour satisfaire son âme, et Béatrice fit également un petit pas en avant, l'espace physique entre eux se rétrécissant comme il ne l'aurait pas fait sur une scène réelle. Et lorsqu'elle livra la confession de Juliette qu'elle lui avait déjà donné son amour avant qu'il ne le demande, sa voix portait un tremblement de vulnérabilité sincère qui fit que plusieurs lords s'agitèrent inconfortablement sur leur siège. Le célèbre échange de vœux suivit. Alexander parlant de son amour sans limite, aussi profonde que la mer, ses yeux ne quittant jamais le visage de Béatrice, et elle répondant que sa générosité était aussi infinie, aussi sans fin, et les mots prirent des couches de signification que Shakespeare lui-même aurait pu reconnaître, les amants fictifs et les personnes réelles parlant simultanément à travers le même souffle. La chambre était devenue si silencieuse que le son d'une montre de poche qu'on ajustait semblait fort, et même les alliés de Lord Carstairs, qui étaient venus préparés à se moquer, se retrouvèrent captivés par l'honnêteté brute qui se déroulait devant eux. Lorsqu'ils atteignirent le moment de la séparation où Juliette doit quitter Roméo en bas de son balcon, une angoisse sincère entra dans leurs deux voix, alors que Béatrice parlait de la séparation étant une si douce peine, et qu'Alexander répondait avec la promesse de Roméo d'envoyer ses salutations à son amour, et la douleur de la séparation dans leur interprétation n'était ni feinte ni exagérée, mais tirée des 2 semaines qu'ils avaient passées séparés après que Béatrice eut mis fin à leur amitié. Les dernières répliques approchaient, Alexander parlant de la paix que la visite de Juliette apportait à sa poitrine, et Béatrice livrant le souhait de Juliette qu'il puisse trouver un tel repos tandis qu'elle resterait agitée jusqu'à leur prochaine rencontre, et sur ces mots de clôture, sa voix se brisa légèrement d'une émotion qu'aucune technique n'aurait pu fabriquer. Ils terminèrent avec le vœu final d'Alexander de s'oublier en tant que Roméo pour rester avec Juliette, puis ils se tinrent en silence, toujours enfermés dans le regard l'un de l'autre, les 2 pieds qui les séparaient maintenant, semblant à la fois incroyablement petits et vastes, alors que le poids de ce qu'ils venaient de révéler s'abattait sur eux. La chambre resta absolument silencieuse pendant un long moment qui s'étira et se maintint, personne ne bougeant ni ne parlant, et Béatrice sentit des larmes menacées au coin de ses yeux, bien qu'elle refusât de les laisser couler, tandis qu'Alexander se tenait les mains serrées sur les côtés, luttant contre l'envie de combler la distance restante et de la prendre dans ses bras devant toute l'assemblée. Le silence se maintint pendant ce qui sembla une éternité avant d'être rompu par une seule paire de mains applaudissant lentement et délibérément,
et Béatrice arracha son regard d'Alexander pour voir un lord âgé au 3e rang, dont elle ne connaissait pas le nom, mais dont le visage montrait une expression d'appréciation sincèrement émue, puis un autre lord commença à applaudir, plus jeune et assis près du devant, et enfin Robert Fairfax se leva et frappa ses mains avec des coups fermes et décisifs qui résonnèrent dans la chambre. Les applaudissements se propagèrent inégalement parmi les lords assemblés, comme un feu prenant sur du bois humide, certains se joignant avec enthousiasme, tandis que d'autres restaient les bras croisés avec des expressions de désapprobation glaciale. Et Béatrice sentit ses jambes trembler sous sa robe alors que la réponse mitigée déferlait sur elle en vagues de sons. Peut-être un tiers de la chambre applaudissait maintenant, tandis qu'un autre tiers chuchotait avec urgence à ses voisins, et le dernier tiers restait dans un silence hostile. Et elle regarda Lord Carstairs se lever brusquement de son siège près du devant, le visage marbré de rage, et se diriger vers la sortie sans un regard en arrière, ses pas bruyants contre le sol de pierre. Alexander sembla se secouer du sortilège qui les avait tous deux tenus, et il se tourna pour faire face à l'assemblée, s'inclinant légèrement en reconnaissance des applaudissements, et lorsqu'il parla, sa voix portait la même clarté et la même fermeté qui avaient marqué ses discours politiques, bien que Béatrice pût voir le fin tremblement de ses mains qu'il croisait derrière son dos. Il remercia la chambre de son attention et déclara simplement qu'il espérait qu'ils avaient été témoins de ce qu'il avait tenté d'articuler dans son discours précédent, que l'art, dans sa forme la plus pure, n'était pas une corruption des mœurs, mais un miroir tendu aux vérités les plus profondes de l'expérience humaine, et que Shakespeare avait compris quelque chose sur l'amour, le courage et le défi des divisions arbitraires, qui restaient aussi vitales en 1818 qu'il l'avait été lorsqu'il avait pour la première fois mis ces mots sur papier. Plusieurs lords lancèrent des questions ou des objections. Mais Alexander leva une main pour prévenir tout débat ultérieur et dit qu'il avait présenté son argument aussi complètement qu'il le pouvait et qu'il les laisserait tirer leurs propres conclusions, puis il se tourna vers Béatrice et lui offrit son bras dans un geste à la fois courtois et indubitablement protecteur. Elle prit son bras et sentit sa chaleur solide à travers le tissu de son manteau, et ensemble ils descendirent l'allée entre les bancs, tandis que les applaudissements continuaient de certains côtés, et que des huées et des expressions de dégoût venaient d'autres. Et elle garda la tête haute et son expression composée comme elle avait appris à le faire face à des publics hostiles dans ses premières années sur scène. Ils atteignirent les grandes portes de la chambre et passèrent dans le couloir au-delà, où les sons du débat éclatèrent immédiatement derrière eux, alors que les lords commençaient à se disputer sur ce dont ils avaient été témoins, et Alexander la guida rapidement vers une sortie latérale qui les mènerait à la rue. Mais lorsqu'ils émergèrent dans l'après-midi gris de novembre, ils se retrouvèrent face non pas à la cour vide attendue, mais à une foule d'environ 50 personnes. Un mélange de journalistes avec des carnettes prêtes, de membres curieux du public qui avaient appris d'une manière ou d'une autre l'existence de la performance, et d'une poignée de personnes que Béatrice reconnut comme des artistes et des écrivains des cercles plus progressistes de la société londonienne. Et les questions et les cris commencèrent immédiatement de tous côtés. Demandant ce qui avait poussé le duc à jouer Shakespeare au Parlement, et si Mademoiselle Thornhill n'avait pas honte de montrer son visage après son interdiction. Les 3 jours suivants apportèrent une tempête de conséquences que ni Béatrice ni Alexander n'auraient pu anticiper pleinement, bien que tous deux aient su que leur défi aurait un prix qui s'étendrait bien au-delà de l'inconfort immédiat de faire face à des questions hostiles à l'extérieur du Parlement. Les journaux se saisirent de l'histoire, avec des degrés variables d'indignation et de fascination. Le Morning Post, dénonçant la performance d'Alexander comme une honte pour sa position et une trahison de la dignité attendue de la pairie, tandis que le Times adoptait une approche plus mesurée qui reconnaissait la nature sans précédent de l'événement, tout en remettant en question la sagesse d'utiliser le Parlement comme lieu de théâtre. Les publications plus radicales célébrèrent le courage du duc,
l'une le qualifiant de champion de la liberté artistique et une autre suggérant que sa volonté de se tenir aux côtés d'une actrice bannie révélait plus de noblesse qu'une douzaine de titres hérités ne pourrait en conférer. Alexander lut ses comptes rendus dans son bureau à Pembroke House, tandis que son secrétaire lui apportait des nouvelles de plus en plus sombres sur les retombées politiques, à commencer par sa destitution du comité sur la moralité publique et du comité sur les licences de théâtre, des postes qu'il avait occupés pendant 4 ans et qui lui avaient donné une influence significative sur les lois mêmes auxquelles il s'opposait maintenant. 2 lords qui avaient précédemment soutenu ses initiatives législatives envoyèrent des lettres officielles retirant leur appui, et son secrétaire rapporta qu'au moins 6 membres de son propre parti refusaient maintenant d'être vus en sa compagnie lors d'événements sociaux, traitant sa défense de Béatrice comme une sorte de contagion morale qui pourrait se propager par association. Pourtant, les nouvelles n'étaient pas uniformément sombres, car Robert arriva le 2e jour avec des rapports selon lesquels le sentiment public dans certains milieux était fortement en faveur d'Alexander. En particulier parmi la classe moyenne réformiste croissante, qui voyait dans sa performance à la fois du courage et une volonté de remettre en question l'autorité arbitraire des conventions sociales. Pendant ce temps, Béatrice restait dans son logement sous la surveillance anxieuse de Madame Caldwell, lisant sa propre collection de comptes rendus de journaux et essayant de traiter l'expérience surréaliste de voir son nom imprimé non pas comme sujet de scandale et de condamnation, mais comme partie d'une histoire plus vaste sur l'art et les principes. Elle reçut des visiteurs tout au long de ses jours, certains bienvenus et d'autres moins, dont 3 anciens collègues de divers théâtres qui vinrent exprimer leur soutien et leur regret de ne pas s'être prononcés plus fermement contre son interdiction, et une délégation sévère de 2 dames d'une société de réforme morale qui vinrent l'exhorter à renoncer publiquement à sa profession et à chercher la rédemption par un retrait pénitent de la vie publique, une suggestion qu'elle déclina avec une politesse ferme. Le visiteur le plus inattendu arriva le 3e jour sous la forme d'une lettre portant le sceau du Théâtre Royal de Bath, écrite par un directeur nommé M. Edmund Hartley, qui déclarait avoir suivi les événements à Londres avec grand intérêt et souhaitait offrir à Mademoiselle Thornhill un poste dans sa compagnie pour la saison à venir, les rôles devant inclure Portia, Ophélie et toutes autres parties convenant à ses talents considérables. Elle lut la lettre 2 fois avec des mains tremblantes, croyant à peine que l'opportunité puisse émerger des décombres de sa réputation. Et c'est alors qu'elle tenait cette lettre que Madame Caldwell apporta les journaux de l'après-midi, y compris une feuille de scandale, qui rapportait que Lord Carstairs avait été découverte avoir des intérêts financiers dans 2 théâtres concurrents, et avait utilisé sa position pour éliminer les actrices qui refusaient ses attentions personnelles, des révélations qui endommagèrent gravement sa crédibilité et conduisirent à des appels à sa propre censure. Le même après-midi, Alexander apprit que le projet de loi sur la censure avait été discrètement retiré de l'examen en attendant une étude plus approfondie, un euphémisme parlementaire pour un report indéfini qui, Robert l'assura, constituait une véritable victoire, même si elle n'atteignait pas une réforme pure et simple. Alexander arriva au logement de Béatrice le matin du 4e jour suivant leur performance au Parlement, et la vue de sa voiture ducale s'arrêtant devant le modeste bâtiment attira immédiatement l'attention des voisins et des passants, qui se rassemblèrent au coin de la rue pour assister à ce qui allait se passer. Il portait un bouquet de roses blanches enveloppées dans du papier simple. Un détail que Madame Caldwell nota avec approbation lorsqu'elle ouvrit la porte à son cou, et bien que son expression restât convenablement sceptique à l'égard d'un duc rendant visite à sa locataire, elle lui permit d'entrer après qu'il eut exposé ses affaires avec une formalité tranquille qui n'admettait aucun refus. Béatrice était assise près de la fenêtre de son petit salon, lisant la lettre de Bath pour peut-être la 10e fois, lorsqu'elle entendit sa voix dans le couloir en bas, et son cœur se mit à battre avec un mélange d'espoir et de peur qui était devenu douloureusement familier au cours des dernières semaines de sa connaissance.
Madame Caldwell le fit monter avec une réticence évidente, acceptant les roses pour les mettre dans l'eau, puis, avec une délibération marquée, elle laissa la porte du salon ouverte d'exactement 6 pouces, comme la bienséance l'exigeait, bien que Béatrice soupçonnât que la logeuse écouterait depuis sa position stratégique dans les escaliers. Alexandre se tenait au centre de la petite pièce, semblant à la fois parfaitement à l'aise et intensément concentré, ses yeux sombres trouvant immédiatement les siens. Et il prononça son nom une fois, doucement, avant de demander s'il pouvait s'asseoir et lui parler d'une affaire de grande importance pour eux deux. Elle désigna du geste la chaise en face de la sienne, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle mettait la lettre de côté, et ils s'assirent l'un en face de l'autre en silence pendant un long moment, tandis que les bruits de Londres filtraient par la fenêtre derrière elle, les cris des vendeurs de rue et le cliquetis des charrettes qui passaient, offrant un contrepoint banal à la nature extraordinaire de ce qu'elle sentait sur le point de se produire. Il commença par lui dire qu'il avait passé la nuit précédente dans son bureau à réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis le moment où il était entré pour la première fois dans la librairie et l'avait trouvé là, parmi les textes de théâtre, et qu'il était parvenu à comprendre quelque chose de fondamental sur la nature du courage et la forme qu'une vie pleine de sens pourrait prendre. Elle l'écouta sans l'interrompre, alors qu'il parlait de la façon dont sa performance en tant que Lady Macbeth avait d'abord capté son attention parce qu'elle révélait une artiste prête à voir la vérité même lorsque cette vérité mettait les autres mal à l'aise, et comment leur conversation lui avait montré l'étroitesse de sa propre existence, les manières dont il avait laissé le devoir et la bienséance contraindre non seulement ses actions, mais sa conception même de ce qui pourrait être possible. Il se pencha en avant sur sa chaise, les mains jointes, et lui dit que jouer Roméo face à sa Juliette dans cette chambre pleine de lords hostiles avait été le moment le plus honnête et le plus vital de toute sa vie, et qu'il n'avait aucune intention de retourner à la demi-existence qu'il avait acceptée avant de la connaître. Puis il se leva de sa chaise, traversa le petit espace entre eux pour s'agenouiller à côté de son siège, prenant sa main dans les siennes, et lui demanda si elle lui ferait l'honneur de devenir sa femme, de construire une vie ensemble qui honorerait leurs deux vérités et refuserait les limitations que la société cherchait à leur imposer. Béatrice sentit les larmes monter alors qu'elle le regardait, cet homme puissant agenouillé dans sa modeste chambre louée, et ses premiers mots furent une protestation née de la peur plutôt que du désir, disant qu'elle ne ferait que lui nuire davantage, qu'un duc ne pouvait pas épouser une actrice bannie sans détruire tout ce qu'il avait construit. Mais Alexandre secoua fermement la tête et répondit qu'elle avait déjà entièrement changé son monde et que la seule destruction qu'il craignait était la mort lente de vivre sans elle, de retourner à de prudentes manœuvres politiques, tandis que la femme qui lui avait appris ce que signifiait le courage jouait à Bath ou disparaissait dans une autre ville lointaine. Elle exprima alors sa plus profonde crainte, admettant qu'elle ne savait pas comment être une duchesse, qu'elle l'embarrasserait sûrement dans les grandes maisons et les occasions formelles qui étaient sa sphère naturelle. Mais il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement, avant de dire qu'elle avait affronté des publics hostiles dans de minables théâtres de province et transformé le Parlement lui-même en une scène pour la vérité, et qu'il n'avait aucun doute sur sa capacité à naviguer dans n'importe quelle situation sociale avec la même grâce et la même force. La tendresse de sa voix et la conviction absolue dans ses yeux brisèrent sa résistance restante, et elle se sentit céder à la vérité qu'elle avait essayé de nier depuis le moment où leurs regards s'étaient croisés pour la première fois sur le parquet de la chambre parlementaire. Elle lui dit doucement qu'elle l'aimait, l'avait peut-être aimé depuis cette première conversation sur Shakespeare dans la librairie, bien qu'elle ne se fût pas permis de nommer ce sentiment jusqu'à ce moment, et que s'il était vraiment certain, elle serait honorée d'être sa femme. Il se leva alors, l'attira à lui, et ils se tinrent très proches dans la petite pièce ensoleillée, tandis que les pas de Madame Caldwell pouvaient être entendus craquant sur les escaliers, et lorsqu'il l'embrassa pour la première fois,
ce fut avec une douceur qui contenait toute la passion et l'engagement que sa proposition avait exprimé, et elle lui rendit son baiser de tout son cœur, acceptant non seulement son offre, mais l'avenir qu'ils créeraient ensemble. Le mariage eut lieu par un matin frais de début décembre dans la chapelle privée de Pembroke House, une cérémonie considérablement plus petite et plus intime que ce qui serait traditionnellement attendu pour un duc du rang d'Alexander, mais elle possédait une authenticité et un poids émotionnel qu'aucun grand spectacle mondain n'aurait pu égaler. Béatrice se tenait dans la petite antichambre de la chapelle, vêtue d'une robe de soie crème que Catherine avait commandée pour elle, plus simple que les confections élaborées favorisées par la plupart des mariées de la noblesse mais élégante dans ses lignes épurées et sa coupe parfaite, et en regardant son reflet dans le miroir, elle vit non pas une transformation de ses traits, mais plutôt un changement dans son maintien, une affirmation de sa place qui se manifestait par la droiture de sa colonne vertébrale et la confiance calme dans ses yeux. Catherine entra pour se tenir à ses côtés, comme elle l'avait promis, et bien que la sœur d'Alexander ait initialement considéré cette union avec un profond scepticisme, les semaines passées lui avaient montré la profondeur du sentiment sincère entre son frère et cette femme non conventionnelle. Et elle ajusta le voile de Béatrice avec des mains douces, en disant doucement qu'elle n'avait jamais vu Alexander vraiment heureux jusqu'à présent. Dans la chapelle, Alexander attendait avec Robert à ses côtés, les deux hommes en tenue de matinée formelle, et bien que plusieurs des alliés politiques d'Alexander aient décliné leurs invitations avec diverses excuses polies, le petit espace contenait un rassemblement remarquable qui comprenait des membres réformistes du Parlement, des écrivains et des artistes qui avaient défendu la cause de Béatrice, des gens de théâtre qui avaient travaillé avec elle au fil des ans, et même Caldwell qui était assise au 3e rang, épongeant ses yeux avec un mouchoir. La cérémonie commença lorsque Béatrice descendit seule la courte allée, n'ayant pas de père pour la donner et préférant le symbolisme de venir à Alexander de son propre choix et de sa propre volonté, et lorsque leurs yeux se croisèrent à travers la distance, elle vit dans son visage un tel émerveillement et une telle joie que ses propres craintes de ne pas appartenir à son monde semblèrent se dissoudre comme une brume matinale. Le vicaire prononça les paroles anciennes avec une solennité appropriée, mais c'est au moment où Alexander et Béatrice échangèrent leurs vœux écrits personnellement que tout le poids émotionnel de leur union devint apparent, Alexander promettant d'honorer sa vérité et de défendre sa voix pour tous les jours de leur vie, et Béatrice jurant de se tenir à ses côtés au mépris de toute limitation que la société pourrait tenter d'imposer à la vie qu'ils construiraient ensemble. Lorsqu'il lui passa la bague au doigt et qu'ils furent déclarés mari et femme, le baiser qu'ils échangèrent contenait tout le courage et l'engagement que leur cour non conventionnelle avait exigé, et la petite congrégation se leva dans des applaudissements qui résonnèrent chaleureusement dans la chapelle de pierre. La réception qui suivit dans le grand salon de Pembroke House révéla la nature mixte de leur position sociale, avec environ la moitié de la noblesse traditionnelle notablement absente, mais leur place remplie par des individus dont la présence comptait bien plus pour le couple, y compris 3 journalistes éminents qui avaient défendu la performance parlementaire d'Alexander, 2 membres de l'Académie royale qui avaient écrit des essais sur la liberté artistique, et une délégation de 5 acteurs de divers théâtres londoniens venus célébrer l'une des leurs accédant à une position d'où elles pourraient défendre leur profession. Béatrice et Alexander ouvrirent le bal ensemble, se déplaçant sur le sol avec une grâce qui ne venait pas de stations sociales assorties, mais d'un véritable partenariat. Et alors qu'ils tournaient sous les lustres, elle chuchota qu'elle n'avait jamais imaginé un tel bonheur possible, ce à quoi il répondit qu'elle lui avait appris à imaginer des possibilités entièrement nouvelles pour ce qu'une vie pourrait contenir. La nouvelle leur parvint pendant la réception que Lord Carstairs avait été formellement censuré par un comité parlementaire et s'était retiré de la vie publique dans son domaine de campagne, son influence dans les cercles politiques et théâtraux
étant effectivement terminée. Une défaite finale qui apporta satisfaction bien qu'Alexander et Béatrice convinssent qu'ils ne gaspilleraient plus de pensée sur lui. Les mois suivants virent la forme de leur nouvelle vie se dessiner alors que Béatrice commençait à se produire au New Theatre sur le Strand, un établissement progressiste qui accueillait des productions controversées, tandis qu'Alexander poursuivait son travail parlementaire avec un objectif renouvelé. Progressive des lois sur la censure et utilisant sa position pour protéger l'expression artistique. Ensemble, ils organisèrent des salons du soir à Pembroke House qui rassemblaient des politiciens, des artistes, des écrivains et des réformateurs dans des conversations qui traversaient les frontières sociales traditionnelles, créant un espace où les idées pouvaient être échangées librement et où l'intelligence et la perspicacité de Béatrice lui valurent un respect qui n'avait rien à voir avec son titre et tout à voir avec son caractère. 5 ans après qu'Alexander Pembroke se soit tenu devant le Parlement et ait joué Roméo face à la Juliette de Beatrice Thornhill, la duchesse d'Ashford se tenait en coulisses au Phoenix Theatre, ajustant les manches de son costume, tandis que sa fille Eleanor, âgée de 4 ans, était assise sur un tabouret en bois, observant avec la fascination intense que les enfants réservent à leurs parents, faisant un travail mystérieux et important. Le Phoenix avait ouvert ses portes 18 mois auparavant, avec des fonds qu'Alexander avait aidé à obtenir d'investisseurs progressistes, et il était rapidement devenu connu comme le lieu de prédilection pour les productions qui défiaient les conventions et exploraient des vérités difficiles, le genre même de travail qui avait autrefois valu à Béatrice d'être bannie de toutes les scènes respectables de Londres. Elle se préparait à jouer Portia dans Le Marchand de Venise, avec une interprétation qui mettait l'accent sur l'intelligence et la perspicacité juridique du personnage, plutôt que simplement sur sa beauté. Et en regardant son reflet dans le miroir, elle pensa à tout ce qui avait changé depuis ce soir de novembre, où sa carrière avait semblé se terminer en disgrâce à Drury Lane. Les réformes de la censure qu'Alexander avait défendues au Parlement avaient été adoptées par étapes progressives au cours des dernières années. Non pas une révolution soudaine, mais un changement constant qui accordait aux compagnies de théâtre plus de liberté dans leurs choix artistiques et offrait des protections aux interprètes qui choisissaient des interprétations non conventionnelles. Eleanor demanda à sa mère pourquoi elle souriait, et Béatrice s'agenouilla à côté de sa fille pour lui expliquer qu'elle se souvenait de la façon dont elle avait rencontré son père, comment il l'avait vu alors que d'autres choisissaient de ne pas le faire, et comment ensemble ils avaient aidé à changer le monde. Juste un petit peu. Alexander entra alors dans les coulisses avec la familiarité aisée de quelqu'un qui appartenait aux espaces théâtraux autant qu'aux chambres parlementaires, et lorsque ses yeux trouvèrent ceux de Béatrice, ils contenaient toujours ce même émerveillement qu'elle avait aperçu pour la première fois sur le parquet 5 ans auparavant, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire à sa chance de l'avoir trouvée. Ils parlèrent brièvement des plans pour le dîner après la représentation et de la question de savoir si Eleanor parviendrait à rester éveillée pendant les 5 actes, l'échange domestique confortable d'un mariage bâti sur un véritable partenariat, puis Alexander les embrassa toutes les deux et alla prendre place dans la loge ducale qu'il maintenait au Phoenix, non pas pour le statut, mais parce qu'il aimait sincèrement regarder sa femme travailler. La représentation de ce soir-là se déroula à merveille, et depuis la scène pendant la scène du procès, Béatrice pouvait voir Alexander penché en avant sur son siège, et elle pensa à la façon dont leur propre acte de défi avait exigé le même genre de courage que Portia montrait dans la salle d'audience, la volonté de dire la vérité même lorsque cela comportait des risques. Lorsque le rideau final tomba, et que le public se leva pour applaudir, Béatrice fit la révérence et leva les yeux pour trouver Alexander debout également, et l'expression sur son visage lui dit qu'il comprenait exactement ce qu'elle avait essayé d'accomplir avec sa performance. Peut-être avez-vous été confronté à un moment où le monde vous a dit d'être plus petit, d'accepter des limitations qui n'avaient rien à voir avec vos capacités réelles
et tout à voir avec la peur et la convention. Peut-être vous êtes-vous demandé s'il est trop tard pour revendiquer la voie qu'on vous a dite de taire, ou pour trouver le partenaire qui se tiendra à vos côtés, au mépris des attentes qui ne servent qu'à maintenir des mensonges confortables. L'histoire de Béatrice et Alexander nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'agir malgré tout, et que les transformations les plus profondes se produisent lorsque nous refusons d'accepter les limites que les autres essaient d'imposer à nos vies. Le véritable partenariat ne consiste pas à trouver quelqu'un qui s'intègre parfaitement à votre monde existant, mais plutôt à découvrir la personne avec qui vous pouvez construire un monde entièrement nouveau qui honore vos deux vérités. La société ne change pas seulement par de grands gestes, mais par l'accumulation d'actes de défis individuels. Chaque personne qui refuse d'être diminuée, ajoutant sa force à un mouvement qui finit par devenir impossible à ignorer. Si leur histoire vous a ému, je vous invite à rejoindre notre communauté d'auditeurs qui croient au pouvoir du courage et à la possibilité de la transformation, car il y a d'innombrables autres histoires qui attendent d'être racontées sur des personnes qui ont choisi l'amour plutôt que la peur et, ce faisant, ont changé non seulement leur propre vie, mais aussi le monde qui les entoure.